Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième épisode de Point de vue, notre rencontre du vendredi que nous sommes ravis d'organiser en collaboration avec Magnum Photo. On se retrouve ici en ligne pour discuter des images que nous diffusons chaque semaine dans notre projet expérimental participatif Covid-19 et nous par Magnum Photo et vous. Et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver dans une semaine qui a été particulièrement intense et chargée en beaucoup d'émotions, en beaucoup d'informations. Ce qui est certain, c'est que cette pandémie, elle met en lumière des fractures sociales profondes qui étaient déjà là. C'est juste qu'on est tous forcés un peu à les admettre et à les regarder en face. Et certainement, ce sont des problèmes systémiques dont on est tous fatigués, il n'y a pas d'autre mot. Le racisme, qu'il soit en Suisse ou aux États-Unis, la gestion silente du changement climatique, les inégalités de genre, un autre problème dont on est tous un peu fatigués. Et d'ailleurs, nous fêtons jour pour jour le premier anniversaire, un an après cette grève que nous avons organisée en Suisse pour les femmes, pour faire avancer le dossier de l'inégalité salariale. Mais on peut se demander si un an après, les choses ont vraiment avancé. Et ce mot inégalité qui revient absolument partout dans cette actualité en lien avec la pandémie. Donc, cette semaine, dans ce contexte vraiment à vif, on a décidé de se demander comment on se reconstruit soi en tant que personne, comment on se reconstruit en tant que société. Et c'est ce point de vue-là qui nous a amené à sélectionner ces images fabuleuses, je n'ai pas d'autres mots, qui sont toutes fraîches, qui ont été produites il y a à peine quelques semaines et dont on va discuter avec vous ce soir. Donc, tout d'abord, j'aimerais rappeler ici la présence et saluer tout le travail de ma collègue Alessia Barbeza, qui est responsable de la communication et des relations publiques ici au musée. Bonsoir Alessia. Bonsoir. Et j'aimerais aussi accueillir Rebecca Amsalem. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Rebecca, tu es activiste féministe franco-canadienne, tu es la créatrice de la newsletter Les Glorieuses, tu es également docteur en économie et dans tout ton travail et ton engagement, tu te bats au quotidien pour constituer un nouvel imaginaire collectif où les femmes sont pleinement les égales des hommes. Tu es d'ailleurs à l'initiative de nombreux mouvements en France sur la question de l'inégalité salariale et tu es l'autrice de Les Glorieuses, chronique d'une féministe. Merci infiniment d'être avec nous ce soir depuis Paris. Comment ça va à Paris d'ailleurs, ces premières étapes de déconfinement? Ça va assez bien. En fait, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas eu de confinement. J'ai un peu l'impression que les gens ont tout oublié et puis plus personne ne porte de masque et puis tout le monde sort en terrasse et puis tout le monde profite du fait d'être un peu dehors. Il y a une espèce d'insouciance et une légèreté qui est assez agréable quand même. Après ces longues semaines de stress et d'angoisse, je pense que les gens sont un peu soulagés de se dire que c'est terminé. Après, est-ce que c'est vraiment terminé? On ne sait pas. Justement, on va en discuter ce soir entre nous, avec notamment Yves D'accord, que j'ai l'immense honneur d'accueillir ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors Yves, tu es leader humanitaire de renom, tu es un stratège international, influenceur, acteur du changement. Actuellement, tu te concentres sur un sujet absolument passionnant que tu approches d'un point de vue pluridisciplinaire, qui est celui du contrôle des flux humains, du big data, de la sécurité aussi, dans le cadre de recherches appliquées que tu vas mener à l'université de Harvard. De 2010 à 2020, tu as été directeur général du CICR, où tu as dirigé pas moins de 20 000 personnes et tu as travaillé dans le monde entier pour cette organisation dans des contextes très difficiles. Tout ceci en t'appuyant sur ta carrière de journaliste et ton expertise des relations internationales. Une vie totalement internationale. D'ailleurs, tu reviens des États-Unis où tu as passé quelques semaines. Comment ça fait de retrouver Genève après avoir été aux États-Unis dans ce moment si particulier? C'est un gros choc en fait. C'est un choc à l'envers, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis effectivement, j'ai passé quelques semaines aux États-Unis dans une période juste maintenant, quoi, où les gens sont très, très, très stressés par à la fois la question Covid-19. Donc, les gens vraiment sont tout le temps à distance, tout le monde a les masques. Et d'ailleurs, quand on n'a pas un masque, les gens pensent immédiatement que c'est un geste politique et
qu'on est en faveur du président Trump, donc on porte un masque sans hésitation. Et évidemment, revenir en Suisse, déjà à l'aéroport, c'était étonnant. Alors qu'aux États-Unis, on prenait la température, on te regarde avec beaucoup d'attention. Tu arrives en Suisse, tu passes l'aéroport, et puis plus personne ne porte de masque, tout le monde a l'air très détendu, ça a l'air peut-être comme un peu à Paris. C'est comme si, au fond, Covid n'avait jamais existé quasiment, quoi. Donc, je suis un peu dans une phase de réhabilitation, de me rétablir, en fait, dans une phase normale. Alors justement, on va plonger dans une image qui nous parle d'une nouvelle normalité qu'on a tous vécue pendant cette période de confinement. Cette image de Cristina Garcia Rodero, qui est une photographe membre de l'agence Magnum, qui dans tout son travail cherche vraiment à comprendre les coutumes, les caractéristiques de la culture espagnole. Elle est très, très, très attentive à son pays et sa culture propre. Tout en ayant ce regard très esthétique, on peut deviner en regardant cette image qu'elle a en effet une carrière de peintre derrière elle et qu'elle a été formée à la peinture. Elle a ce cadrage fabuleux. Je prends cette image pour commencer pour deux raisons, parce que d'une part, on peut tous s'y projeter facilement. On a tous été confinés chez nous dans une manière ou d'une autre. On a tous ouvert les fenêtres à un moment de la journée pour applaudir ou pour dire merci et pour respirer de l'air frais. Et pour revenir à ton point, Yves, c'est aussi une image qui me fait penser à un sujet dont je sais qu'il a été au cœur de tes préoccupations dans tout ton travail humanitaire, c'est celui de la santé mentale. Parce que c'est peut-être là une autre vague qui va venir de cette pandémie, c'est en effet les situations extrêmement intenses, parfois terribles, dans lesquelles on a dû vivre et survivre du fait du confinement. C'est quoi la santé mentale dans le contexte de l'action humanitaire, Yves? Ben, c'est ce qui n'est pas visible à première vue et c'est en même temps ce qui marque les gens et les communautés à tout jamais, quoi. Et ça nous a mis beaucoup de temps comme organisation, si je pense, le CICR ou la Croix-Rouge en général, à reconnaître qu'au-delà finalement de la vulnérabilité physique que tu identifies facilement, sur lesquels les gens peuvent se mettre d'accord, on voit bien quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un a faim, la soif, où est la soif, on voit bien comment gérer ça. On a pris beaucoup plus de temps à comprendre comment est-ce qu'il fallait aborder la question de la santé mentale et surtout de savoir comment est-ce qu'on donnait de l'espace à ce qui apparaissait à première vue invisible, en même temps qui a un impact considérable sur les gens, quoi. Et c'est vrai que je pense à Covid-19, tu as raison de le dire, je pense que ça va être une de ces fameuses vagues ou une de ces fameuses, je sais pas, dynamiques qui va venir. On a perçu ça à travers les indicateurs de la violence, je crois la violence conjugale en particulier, la violence domestique qui a beaucoup augmenté, mais on sait très peu finalement de ce qui se passe en fait et comment est-ce que les gens ont vécu le stress, la pression, comment est-ce que tu peux te libérer de ça dans un environnement qui est tout à coup fermé. Moi, j'ai surtout, je ne veux pas faire le lien, mais en même temps, je le fais. Moi, j'ai surtout senti ça dans les prisons. C'est ici, on visite énormément de prisons qui sont justement des espaces fermés et tu sens, toi, comme individu, puis moi, j'avais la chance, je rentrais, j'avais la porte qui se fermait derrière moi, j'étais avec des détenus, et ensuite, je ressortais. Mais la pression de ce que ça veut dire dans un environnement confiné, c'est vrai que pendant les premiers jours du Covid-19 et quand on a commencé à parler du terme confinement, moi j'ai ce souvenir d'avoir été un peu marqué presque par ce terme, par le potentiel, j'allais dire presque angoissant de ce terme. Donc oui, j'imagine bien qu'il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu peux faire le lien avec la photo parce que je la vois face à moi. Ouais. Je vois à la fois cette jeune femme qui est dehors et qui écoute, mais je vois aussi la personne plus âgée qui regarde, observe et je projette sur elle que peut-être elle est justement pas sûre, quoi. Même pas sûre qu'elle peut ouvrir la fenêtre, en fait. Je me dis qu'effectivement, ça doit être compliqué, quoi. Et ça, Rebecca, c'est quelque chose que tu as tout de suite observé dans cette image quand on en a parlé ensemble. C'est qu'on se plaît à penser peut-être qu'on a tous vécu quelque chose de similaire en même temps parce que c'est cette déferlante qui nous est arrivée dessus. Mais tu m'as tout de suite fait remarquer quelque chose de très fin. Tu m'as dit, mais en fait, cette dame en bas de l'image, cette personne âgée, peut-être que ça n'a rien changé dans son quotidien, la pandémie. Oui, je pense qu'effectivement, c'est ce qui m'a frappée tout de suite. C'est le fait que cette jeune femme, elle est accoudée sur son balcon
un peu penchée dehors et il me semble que c'est le moment où les soignants sont applaudis. Et donc, c'est pour ça que les gens sont à la fenêtre. Et elle a dans cette posture, elle montre en tout cas qu'elle a envie d'être dehors. Et puis, il y a la vieille femme en bas qui est chez elle. Et en fait, effectivement, peut-être qu'elle ne sort pas aujourd'hui, mais peut-être qu'elle ne sortait pas avant mars, et peut-être qu'elle ne sortait pas avant le confinement, et peut-être qu'aujourd'hui, elle ne sort pas encore. Moi, je le vois, il y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui exclues dans notre société, qui font qui sortent pas ou alors qui sortent très peu. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a très peu de choses dans l'espace public qui sont adaptées aux vieilles personnes, qui sont adaptées aux personnes grosses, aux personnes handicapées. Et donc finalement, ce confinement, c'est peut-être quelque chose qui ne changeait pas grand-chose dans leur vie d'un point de vue pratique, mais je pense que du point de vue de la santé mentale, c'est extrêmement fort. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur ce que vous disiez, c'est que en France, il y a des articles qui commencent à être publiés disant qu'il y a une pénurie de lits dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils voient arriver un certain nombre de personnes pour qui l'angoisse aussi pesante et aussi intense pendant ces 2 derniers mois a été trop difficile. Et il ne s'agissait surtout pas de sujets qui étaient enclins à des dépressions ou alors à certains épisodes dépressifs. Il s'agissait de personnes qui n'étaient pas du tout connues des services psychiatriques. Et en fait, je pense que c'est un vrai problème et une vraie lacune des gouvernements partout dans le monde. Ils n'ont pas du tout pris en compte cette question de la santé mentale, que ce soit pour les personnes qui étaient déjà exclues de notre société et donc qui restent encore confinées, ou alors les personnes qui sont restées confinées pendant ces 2 mois. Alors là, évidemment, tu touches un point qui a été énormément débattu dans le monde entier et qui est peut-être aussi très révélateur d'inégalités criantes. J'en parlais moi-même dans mon témoignage que j'ai publié sur le site web du musée, qui est celui de m'être senti très privilégié d'être dans un pays dont le système de santé a tenu le choc. Ce n'est pas le cas partout. Ça m'amène à vous présenter cette deuxième image, qui est une image qu'on peut lire vraiment de 1000 manières, qui peut être une image très perturbante ou au contraire très pas banale, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais disons à laquelle on peut être habitué selon la place qu'on connaît ou qu'on donne à la mort dans notre quotidien, dans notre tradition familiale, dans notre tradition culturelle. Mais je fais bien avec cette image parce que c'est Patrick Zachman qui l'a prise. On est ici à Paris. Patrick Zachman est un grand photographe qui a parcouru le monde entier lui aussi, qui a fait énormément d'images, notamment autour de Tiananmen, et qui dit qu'il utilise la photographie et qu'il fait des photographies parce qu'il n'a pas de mémoire sinon. Et il réfléchit à ça dans son contexte culturel propre. Cette image, elle est toute en retenue, elle est toute en respect, en dignité d'un phénomène dont on sait qu'il a été vraiment une déferlante sur les systèmes de santé dans le monde entier. Et cette personne dont on aperçoit juste une partie du corps, Rebecca, évidemment, je me tourne vers toi, pour réfléchir à voix haute tous ensemble sur le fait que plus de 70% des personnes au front de cette pandémie, évidemment, étaient des femmes et qu'à travers ça, on peut aussi s'interroger sur la représentativité et l'égalité du genre dans le contexte de la gestion même des soins hospitaliers. Tu veux peut-être réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Effectivement, en fait, on voit une membre du personnel soignant qui est dans cette photo, qui est à moitié cachée, et c'est ça que je trouve assez juste et extrêmement fin dans cette photo. C'est qu'il y a eu une dynamique en termes de communication politique, d'utiliser le champ lexical de la guerre et de dire que cette pandémie, c'était une guerre qu'il fallait absolument battre. Et qui dit guerre, dit femme au front. Et aussi hommes en tant que stratèges qui deviennent in fine les héros si jamais on gagne cette guerre-là. Et effectivement, il y a énormément de femmes qui font partie du personnel soignant. Je pense que c'est la même chose en Suisse. Si je me souviens bien, tu m'avais dit que ça représentait 70% du personnel soignant lors de notre conversation. Et effectivement, ce sont des personnes qui sont très, très peu rémunérées. En tout cas en France, je ne sais pas si c'est le même cas en Suisse par rapport aux autres membres de la société. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir une revalorisation à la fois en termes
de considération de leur emploi, de leur donner suffisamment de moyens pour faire en sorte de faire leur travail correctement, parce que c'est des personnes qui ont travaillé sans compter, qui ont décidé de se mettre et de travailler sans, en tout cas en encourant le risque d'attraper le virus. Et je pense clairement qu'il faudrait qu'il y ait une rétribution, pas forcément pour les remercier parce qu'ils sont considérés comme des héros ou alors des héroïnes. Je ne suis pas pour ce terme-là. Ça reviendra à dire qu'il y a des surhommes et des sous-hommes dans nos sociétés, ce qui est complètement faux. Mais juste pour reconnaître le travail qu'elles faisaient et qu'ils et elles ont fait d'ailleurs avant et pendant la pandémie. Et peut-être pour rebondir sur l'autre élément que tu mentionnais sur la mort comme étant quelque chose d'exceptionnel ou banal, c'est vrai que c'est l'autre élément assez fort que cette photo m'a évoqué. C'était que pour la première fois depuis très longtemps dans nos sociétés modernes, il y a eu une réintroduction pas de la banalité de la mort, mais en tout cas de son caractère quotidien. C'est vrai que depuis 2 générations, on fait en sorte que les personnes ne meurent pas à la maison. On construit des EHPAD, on construit beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'endroits pour que les vieilles personnes puissent y mourir et loin de leur famille et loin de leur environnement naturel. Alors qu'effectivement, il y a 2 générations, il y avait toujours plusieurs générations qui habitaient sous le même toit. Et donc, il était normal pour les jeunes générations de côtoyer la mort, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette pandémie a été l'occasion de réintroduire en tout cas une normalité. Voilà, c'est ça que le terme que je cherchais, une normalité de la mort. Alors là, Yves, évidemment, je me tourne vers toi parce que j'ai deux points que je serais vraiment ravi de t'entendre développer. Le premier, c'est comment tu te sens avec toutes ces métaphores, parce que ce sont des métaphores qui nous ont permis de mettre en mots la complexité de ce que nous vivions, de toute cette manière de parler de la pandémie comme une guerre et comme une guerre qu'il fallait mener, qu'on était au front. Enfin, la guerre, ça te connaît. Comment tu fais ce lien, enfin, comment tu te places par rapport à ça? Et aussi, c'est pour moi quelque chose que j'ai vraiment découvert et appris en arrivant ici au Musée international de la Croix-Rouge et en apprenant à connaître beaucoup mieux le CICR et tout le mouvement, c'est qu'évidemment, l'action humanitaire, elle ne s'arrête pas avec la fin de la vie. C'est que la dignité humaine, elle va au-delà de la fin de la vie et que la mort tient aussi une place importante dans l'action humanitaire. Oui, c'est des questions importantes. D'abord, cette photo, elle est juste magnifique. Vraiment, je la regardais en t'écoutant, Rebecca, puis je me disais, waouh, elle arrive vraiment il me semble, apprendre beaucoup de choses en même temps. Moi, je suis très mal à l'aise avec la métaphore de la guerre, évidemment, parce que la métaphore de la guerre, elle pose d'abord qu'il y a un ennemi. On sait qu'en général, l'ennemi, tu le déshumanises, justement, tu cherches à le réduire à néant, tu cherches à le comprendre, à l'écouter. Donc, il y a déjà un enjeu sur comment tu te positionnes par rapport à l'autre. La guerre, elle amène souvent des hommes, et je pense que Rebecca l'a très justement dit, qui explique la guerre, qui mobilise les gens. Il y a aussi la vision du capitaine, du général, souvent des hommes, qui donnent l'instruction. Et puis moi, il y a une chose qui m'a frappé dans la Covid, c'est que c'est un modèle qui ne marche plus. Donc, au-delà du modèle de la guerre, le modèle du commandant, du commandeur presque, et j'espère que les gens vont réfléchir un peu là-dessus. Moi, je trouve que les pays qui ont le mieux réagi, c'est intéressant, c'est les pays qui n'ont pas des systèmes avec un système de commandement trop droit, quoi. On a vu quand le président Macron au départ cherché à mobiliser puis jouer un peu son rôle comme ça avec intelligent, il n'y a aucun doute, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais de le voir comme ça, moi j'avais l'impression que ça ne marchait plus du tout. Plus du tout le modèle qui fonctionne, sans parler des pays évidemment qui aujourd'hui vivent ça très mal. Je pense à la Chine, je pense pour des raisons différentes à la Russie, au Brésil, aux États-Unis, où on a des modèles où l'homme est très puissant, où il y a un leader qui donne la guerre. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup interpellé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et surtout, quand on fait la guerre, l'autre chose, c'est qu'on ne dit jamais ce qu'on ne sait pas. Donc, la guerre, c'est tu es tout le temps dans l'ambition, dans la déclaration. Tu n'es jamais en train de dire « je ne sais pas qui est l'ennemi, je ne comprends pas, je ne suis pas sûr ». Tu es dans une logique de sûreté et de conviction qui, à mon avis, est très problématique. Et en plus, tu t'entoures d'experts, évidemment, qui sont généraux. Donc, c'est pour moi un peu les côtés négatifs. Et en contre-champ, je veux dire,
moi, je trouve par exemple qu'on a assisté dans ce pays, en Suisse, si je veux voir des figures, je trouve que notre système politique et le fait qu'on ait par exemple un conseil fédéral qui s'est toujours présenté en groupe, des gens plus ou moins compétents, plus ou moins intéressants, mais qui sont toujours présentés en groupe, avec un modèle de mise de la santé. Et là, je trouve que Berset a fait un travail assez extraordinaire, à la fois attentif, réfléchissant, caring, on pourrait presque dire ça comme ça en anglais, en franglais, et en même temps clarifiant sur ce qu'ils savaient ou ne savaient pas. Ça nous a permis vraiment de nous accompagner. Donc, je suis très intéressant. Donc, non à la métaphore de la guerre, vraiment pas. Et puis, pas seulement la métaphore de la guerre, mais ce que ça représente comme attitude virilisante, qui, à mon avis, est totalement faux. J'étais très sensible aussi à ce que Rebecca a dit par rapport aux femmes. Moi, j'espère surtout qu'on va se poser la question j'espère surtout, disons, qu'on va éviter le modèle, on vous donne 2000 francs ou 10 000 francs ou des médailles, et puis on repart comme en 40, quoi. Parce que ça pose des questions assez fondamentales, c'est effectivement sur qu'est-ce qu'on valorise dans nos sociétés, quoi, en termes de salaire. Hein. Et pas que d'ailleurs les infirmières ou les aides-soignants, mais tous les gens qui ont fait du frontline, quoi. Hein. On a bien vu les caissières, les chauffeurs, les ambulanciers, tous ces gens-là. On en a très peu parlé. Et c'est vrai que souvent, dans ces gens-là, il y a soit des femmes, soit il se trouve qu'il y a des minorités étrangères, quoi. Donc, c'est migrants. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on est vraiment dans des logiques assez habituelles où le privilège se distingue très bien. Sur la mort, je trouve très intéressant ce que Rebecca, tu disais aussi avant. C'est vrai que la mort est revenue un peu quelque part est revenue dans notre quotidien. Et en même temps, moi, ce que je sens très profondément, c'est que sans le rituel de la mort. Et donc, ça a été très douloureux. Moi, j'ai quand même des amis qui ont perdu des papas, par exemple, les mamans, et ils n'ont pas eu la chance de leur dire au revoir, ou quand ça s'est passé, c'était extrêmement difficile. Et donc, j'ai quand même l'impression, alors s'il y a une chose, tu parlais avant de l'humanitaire, effectivement, au CICR, nous, on voit bien qu'au fond, le rapport à l'autre, le fait que tu peux dire au revoir à quelqu'un, il est absolument clé pour ta relation avec la personne, pour la communauté, pour la famille. Et dans le Covid-19, il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, si tu écoutes un peu ce qui s'est passé, mais on a aussi eu ça en Suisse, je pense qu'en France aussi, etc. Les gens sont traumatisés vraiment par le départ, comment le départ s'est fait. Je me rappelle aussi d'Ebola, par exemple, où les gens ne pouvaient plus toucher, jamais toucher, ils ne pouvaient même plus voir le corps de leurs parents qui étaient en fait mis quelque part sans qu'on leur dise où. Donc, la mort, c'est vrai, elle revient, elle refait partie de notre vie, et en même temps sans rituel, sans qu'on puisse voir les gens véritablement. On ne les a pas vus mourir, hein. Ils sont enfermés comme cette photo dans un cercueil. Et puis moi, ce que je trouve toujours très frappant à la mort, c'est quand effectivement on peut dire au revoir aux morts, on peut le voir ou la voir encore. On a cette chance de pouvoir la voir à la mort. Là, je pense que Covid-19 nous a souvent, en tout cas, pas permis de le faire. Et ça va toucher les gens et ça va les faire beaucoup réfléchir encore. Et je pense que ça va obliger, en tout cas, pas mal de gens à penser autour de cette question-là. Ça n'a pas permis de le faire, mais aussi pas permis de l'imaginer dans la manière que ça a été représenté. C'est vrai qu'on a tous pris cette habitude de lire les journaux, de regarder les journaux télévisés, d'entendre la parole de l'expert qui donne des chiffres, on voit des courbes, on voit des graphiques, on voit des numéros, mais on ne voit pas des gens, on ne voit pas des pères, des mères, des frères, des sœurs. Et donc, c'est une chose très déshumanisée quelque part, mais c'est peut-être aussi une manière de se protéger, de parler de choses difficiles. Là, j'aimerais bien revenir vers toi, Rebecca, sur cette attitude virilisante dont j'ai l'impression qu'elle a vraiment dominé, en tout cas en Suisse et peut-être en France aussi, l'espace médiatique. L'expert est un homme pour parler de la pandémie? Je pense qu'il y a eu un coup d'envoi de cette attitude viriliste face à la pandémie par les membres du gouvernement ici. En tout cas, c'était un vrai choix d'exposer la pandémie comme étant un ennemi à abattre. Et donc, du coup, la méthode devenait une guerre. C'était un vrai choix. C'est un choix qui permet de présenter aussi les chefs du gouvernement comme étant des héros. Et donc, du coup, mine de rien, de bénéficier de ce qui se passe. Et en fait, ça a donné un espèce de coup d'envoi dans l'espace médiatique
où tout le monde s'est mis à paniquer, et je pense bon nombre de personnes au sein des grands médias, et donc ont un peu mis de côté les bonnes pratiques qui avaient mis des années à s'instaurer dans les différentes rédactions. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé, par exemple, avec la une d'un grand journal qui est le Parisien, avec marqué en gros « Il pense le monde d'après » et avec la photo en énorme de 4 hommes blancs d'une soixantaine d'années qui finalement faisaient l'objet de ce numéro. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une espèce d'éclat de rire général, quoi. C'est clair. La fatigue, le stress, mais tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est foutu d'eux, quoi. C'est juste pas possible en 2020 d'avoir laissé passer ça, en fait. Et à la suite de ça, il y a d'ailleurs une mission lancée au sein de l'Assemblée nationale pour analyser les bonnes pratiques et faire en sorte que finalement que ce genre de choses ne puisse même plus exister à l'avenir. Mais effectivement, pendant le premier mois, jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce de prise de conscience, en fait, ce n'était pas du tout pris en compte. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est en temps de guerre, les lois et les pratiques du temps de paix n'ont plus lieu d'être, n'ont plus lieu d'exister. On n'est plus obligé finalement de, Mhm. de respecter ces avancées. Et d'ailleurs, on le voit, les droits des femmes dans les différentes guerres ont été soit stoppés, soit gelés, soit ont reculé finalement pendant ces temps-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, et c'est marrant parce que je pensais que la Suisse en faisait partie d'ailleurs, mais peut-être pas, qui ont délibérément pas choisi d'utiliser ce champ lexical, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit Mhm. la Suède, et bon nombre de ces pays sont d'ailleurs dirigés par des femmes. Donc, je ne dis pas que les femmes gèrent mieux les pandémies, je ne suis pas essentialiste du tout, mais en tout cas, peut-être qu'en termes d'emploi et de communication politique, le fait de ne pas utiliser le champ lexical de la guerre était lié à ça. Mhm. Alors, je ne sais pas quel champ lexical a été utilisé en Afrique du Sud. C'est là où je vous propose de continuer la discussion avec cette photographie de Lindokoulé Sobekwa, qui est un photographe que je trouve extraordinaire pour mille raisons. Il documente ici sa communauté dans un township au sud-est de Johannesburg. Le photographe a 25 ans, c'est un nominé au sein de la structure Magnum, ça veut dire qu'il commence son parcours au sein de l'organisation. Et il dit qu'il apprend la photographie à l'école, mais surtout des gens qu'il photographie. Et j'aimerais partager avec vous les questions qu'il pose dans la légende de cette image. Il dit que, il commence par parler des coupures d'électricité et il dit que il y en a plein et tout le temps des coupures d'électricité. Mais comment on fait une quarantaine s'il y a une coupure d'électricité et que les réfrigérateurs ne fonctionnent plus? Comment subvenir aux besoins de sa famille si, du fait de la quarantaine, on ne peut plus travailler? Comment se tenir à distance les uns des autres alors qu'un township a été conçu pour confiner les gens? Et puis fondamentalement, comment on se lave les mains s'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde? Donc ça, c'est en même temps, c'est il y a quelques semaines, cette image. Et Yves, je me tourne vers toi pour cette idée qui est peut-être un peu déstabilisante pour nous qui sommes ici à Paris, à Genève, dans ce monde-là. C'est que fondamentalement, la pandémie, pour des millions de personnes, c'est juste une menace par-dessus plein d'autres déjà existantes. Exact. Ouais. Et puis une menace qui est difficile à appréhender, en fait, qui est très compliquée. Et puis tu l'as très justement dit, il y a beaucoup de gens qui sont en situation simplement de ne pas répondre, de ne pas pouvoir répondre à ce qu'on leur dit de faire, c'est-à-dire confinez-vous où, prenez la distance comment, nettoyez-vous. Donc effectivement, il y a des enjeux autour de ça qui sont très compliqués. Et je dirais pas seulement pour les gens, mais aussi pour les communautés, pour les systèmes. Prends l'exemple du Congo, par exemple. Il Mhm. venait de terminer Ebola, vraiment. Ebola, c'est vraiment un virus qui a mis une pression énorme sur cette année. L'année passée est entrée dans les zones où il y avait des combats, aussi dans des conflits. Les dernières personnes qui ont été Ebola ont été annoncées. Tout le monde savait que ce n'était pas sûr, mais ont annoncé. Dès qu'on t'explique qu'il y a une épidémie de rougeole actuellement, qu'il va y avoir encore une épidémie au-dessus de ça qui s'appelle Covid-19 et que Ebola recommence, c'est-à-dire pour les gens, c'est vraiment extraordinairement difficile à intégrer. C'est aussi difficile il faut le reconnaître, pour les gouvernements dans ce cas-là. Hein. C'est compliqué vraiment de travailler autour de ça. Et d'ailleurs, pour moi, ça reste une grande inconnue. Je ne sais pas, et je crois qu'il y a peu de gens qui savent encore, au fond, comment un continent comme l'Afrique,
où une partie du Moyen-Orient, par exemple, gère au fond le Covid-19. On voit des éléments, par exemple l'Afrique du Sud, tu parlais, c'est un des 3 pays qui a été officiellement le plus touché en termes de nombre de cas. Il y a relativement peu de morts par rapport au nombre de cas. Je pense simplement qu'une des raisons, c'est qu'on n'arrive pas à appréhender, à calculer clairement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des enjeux au niveau des chiffres. Tu en parlais avant. On découvrira que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont morts de Covid-19 que ce qu'on croit, parce que c'est compliqué à définir que cette personne-là est morte à cause de ça. Mais on ne sait pas encore. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une première victime de Covid-19, c'est toute l'économie informelle, vraiment, qui a été tragiquement, vraiment, alors touchée. Et donc, l'économie informelle veut donc dire justement énormément de gens qui sont affectés dans leur quotidien. Alors, on a vu ça dans des pays comme les États-Unis, qui ont peut-être pas une économie informelle, mais qui ont beaucoup de petits boulots, puis on a vu l'explosion du chômage. Mais en Afrique, dans le continent entier, et en Afrique du Sud en particulier, il y a vraiment un impact économique et donc social qui est absolument tragique. Et là, Rebecca, c'est toujours là où ton regard me fait du bien. On discutait de ça justement et tu me disais que oui, bien sûr, la pandémie est une menace par-dessus beaucoup d'autres pour des millions de gens dans le monde, mais aussi à Genève et aussi à Paris. Si tu te décentres de ta posture de personne privilégiée, tu te rends compte qu'en fait, bien sûr, à Genève et à Paris aussi, c'est une menace en plus parmi tant d'autres. Oui, quand je dis ça, l'idée, c'était pas de changer le curseur et de dire que chez nous aussi, c'est compliqué. Pas du tout. Je pense qu'il y a eu plusieurs gestions différentes de la crise. Et puis, je pense que bon nombre de pays africains ont aussi mieux géré cette pandémie que nombre de pays européens. Et ça a été peu exploré comme angle, mais je pense que c'est le cas. Et le propos, c'était de dire que effectivement, l'effet confinement, c'était pour les privilégiés. Il n'y avait qu'une partie de la population qui avait pu se confiner et c'était plus les privilégiés. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aujourd'hui nombre de personnes qui ne sont pas forcément appelées des héros ou des héroïnes, qui étaient dehors. Je pense aux livreurs non salariés des restaurants, de grandes firmes américaines qui livraient des repas tous les jours au péril de leur santé. Quand même, je pense à une histoire tragique qui a eu lieu cette semaine à Paris, qui est qu'un éboueur s'est donné la mort cette semaine après avoir été licencié. Il a été licencié pourquoi? Parce qu'il a bu une bière pendant son service sur la voie publique. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce qu'un riverain lui avait offert cette bière pour le remercier d'avoir été dans la rue pendant tout ce temps, pendant que lui était chez lui. Et c'est une histoire tragique et je pense qu'il y en a d'autres des histoires comme ça et je pense que ça a révélé effectivement une fracture entre les privilèges des uns et l'absence totale de privilèges des autres. Tu me parlais de cette image hallucinante qui avait eu lieu à Genève avec cette ligne de travailleurs et de travailleuses sans papier qui faisaient la queue pour avoir un sac d'aliments et en arrière-plan, il y avait le logo Rolex en énorme. C'est exactement ça, je pense. Enfin, en tout cas, c'est la version imagée de ce qui a eu lieu dans toutes les grandes villes et dans tous les pays européens et occidentaux en règle générale. Alors, moi, je passe mon temps avec mes collègues au musée pour toujours réinvestir l'humanité des données, des chiffres, des statistiques, que c'est jamais des numéros qui marchent dans la rue, c'est des gens qui ont des familles, qui sont connectés les uns aux autres. Mais là, je vous propose de faire un zoom arrière en regardant cette image-là, qui est une image de Nana Heitmann, qui est une photographe allemande qui a été bloquée à Moscou. Elle a pris cette image, elle a 26 ans. Pour elle, la photographie, c'est une excuse pour se plonger dans la vie des autres et redécouvrir sa curiosité d'enfant. C'est comme ça qu'elle présente son approche. C'est une image qui a aussi une certaine teinte d'actualité pour nous en Suisse, puisqu'on est sur le point de lancer l'application Suisse Covid, qui permettra de tracer au fait et de monitorer les contacts étroits pour éviter bien sûr une nouvelle propagation, une flambée du virus. Quand on parle de gérer la pandémie, Yves, il y a une immense question ici qui est au centre de tes réflexions actuellement, qui est celle
de comment tu gères les flux humains, de comment tu gères le big data, la sécurité et quelles décisions il faut prendre en tant qu'État pour faire ça. Ça existe, la surveillance bienveillante? Tu me parlais de ça l'autre jour. Non, c'est la question que ça me posait. Je me suis rendu compte qu'avec le Covid-19, ça avait accéléré, si tu veux, le fait que aujourd'hui entre dans nos vies, c'est déjà le cas dans certains pays, mais entre dans nos vies ce qu'on pourrait appeler la surveillance officiellement bienveillante. C'est-à-dire on te surveille pour ton bien. C'est évidemment assez orwellien quand même comme concept. Et on voit bien que ça pose des questions assez fondamentales, qu'en fait l'enjeu principal aujourd'hui, c'est que oui, les États en général ont énormément investi, c'est pas que les États d'ailleurs, les grandes compagnies aussi ont énormément investi dans la gestion des données. C'est aujourd'hui, ça produit énormément d'argent, mais aussi évidemment des informations qui te permettent de pouvoir définir et détecter le comportement des gens. Et on est dans une période vraiment, et je pense que ça fait déjà quelques années, et maintenant il y a une accélération, où non seulement on surveille, mais on va vouloir chercher aussi à influencer le comportement. Et on a vu le modèle le plus évident, c'était la Chine, mais on sait qu'il y a des pays comme Israël, par exemple, qui ont mis en place des systèmes assez identiques récemment, où non seulement on surveille, mais en plus, basé là-dessus, on t'impose du comportement. C'est-à-dire que tu reçois dans ton téléphone, tout à coup, par exemple, on dit, voilà, tu es proche de quelqu'un qui est déclaré positif, donc personne ne te demande ton avis, mais tu étais proche, voilà, c'est comme ça. Et puis donc, dans une heure, tu es self-contained et tu ne peux plus sortir de chez toi, quoi. Tu ne peux plus avoir accès au transport public, tu peux plus. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, c'est non seulement la surveillance, entre guillemets, je vais dire passive, mais c'est une surveillance active qui commence au fond à faire un travail. Puis moi, ce que je vois émerger surtout, c'est les questions de ségrégation. C'est-à-dire, on ne va pas avoir seulement des caméras de surveillance pour voir si quelqu'un fait quelque chose de mal ou pour fermer des portes et contenir des gens, mais ça va être aussi pour diviser des gens et des flux de gens à l'intérieur des grandes villes, par exemple. Et ce sera des données qui seront soit des données évidemment liées aux gens que tu as rencontrés, ou de quelle origine tu es, de quelle religion, ou est-ce que tu es en santé ou pas. Et évidemment, ce qui va arriver pour finir là-dessus, c'est le croisement des données. C'est ce qui fait peur à tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura tout à coup les données de localisation, les données de contact, les données de ce que tu as fait ou pas, qu'est-ce que tu as consommé aujourd'hui. Quand tu amènes tout ça ensemble, évidemment, ça devient très puissant. Et la question de fond, c'est qui dirige ça? Quelle est la dimension de transparence? Et je trouve la discussion en Suisse assez intéressante d'ailleurs, sur le fait qu'on voit quand même que malgré, je pense que l'EPFL a fait un gros travail de vraiment de chercher une solution qui est la moins mauvaise possible, on voit quand même que les gens ont confiance. Donc, ça pose plein de questions dans les années qui viennent. Alors, Alessia, tu as une question justement pour tout le monde qui nous écoute et peut-être qu'on peut te la poser à toi aussi, Rebecca, en live. Tu es mise sur le grill de répondre à la question du sondage parce que tu pourras du coup exprimer ton point de vue là-dessus. Et puis comme tu n'auras pas besoin ou on n'attendra pas de toi que tu la télécharges, tu pourras nous dire exactement ce que tu en penses de cette application Suisse Covid ou en tout cas s'il y a d'autres applications de traçage. Qu'est-ce que vous en pensez au fait? Et toi, Rebecca, ça t'inquiète, ça te rassure, c'est un mal nécessaire? Qu'est-ce que tu en Moi, je penses pense que c'est une grosse connerie, quoi. Ouais, voilà. On va pas dans le mur. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. En fait, ça me fait penser à, en début de confinement, j'avais lu un article qui était vraiment trop intéressant sur le Financial Times d'un penseur qui s'appelle Harari, qui est assez connu, un historien. Et en fait, il disait que les choix des gouvernements aujourd'hui allaient vraiment définir le comportement qu'ils allaient avoir et les limites qu'ils allaient se donner dans les années à venir. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'était qu'on était face à un double choix majeur. Le premier choix, c'était qu'on pouvait, en tant que gouvernement, soit choisir le repli national ou alors soit la solidarité internationale pour créer une réponse internationale et globale à la crise. Donc, on voit ce qui a été choisi globalement. Et le deuxième choix, c'est on va tabler soit sur la responsabilisation des citoyens et des citoyennes dans cette pandémie, ou alors sur la surveillance totalitaire de ces citoyens et de ces citoyennes. Je pense que sortir cette application clairement montre le second choix que le gouvernement suisse, mais le gouvernement français a fait exactement la même chose.
a fait pour répondre à cette crise. Et en fait, je pense que c'est dangereux. On parlait de Orwell, il me semble. Je pense que Yves, tu parlais de Orwell tout à l'heure. C'est du même ordre. Et dans un deuxième temps, en vrai, c'est trop tard, quoi. S'il l'avait sorti en début de confinement, et encore, vous n'étiez pas complètement confiné, mais si c'était le cas, donc si c'était tout au début, ce qui permettait pas un confinement global et total des personnes, à mon avis, il y aurait pu y avoir une forme d'acceptation dans la société. Aujourd'hui, je ne sais pas qui va télécharger cette application. D'accord. Il paraît qu'il y a 350 Bon. 000 personnes qui ont téléchargé, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tu vois les résultats qui d'ailleurs sont représentatifs d'un sondage qui a été publié aujourd'hui, sauf erreur, en Suisse et qui montre justement qu'il y a une méfiance qui est en train de grandir par rapport à ça. C'est une méfiance, c'est peut-être une défiance aussi. Hein. Ou une défiance, voilà. C'est peut-être aussi une défiance. Alors, Rebecca, merci parce que tu me donnes la transition, mais parfaite. Une autre défiance à laquelle on a fait face, et je te laisse peut-être, je vais fermer les résultats, c'est celle de la nature. Et je pense que la nature nous a tous un peu défiés pendant cette période en nous regardant, en nous disant, bon, ben, nous, on continue notre truc et puis vous avez votre pandémie. Je trouve cette photographie de Emin Özman extraordinaire. Donc, de toute évidence, les méduses ne s'inquiètent pas de distanciation sociale et de traçage. Mais au-delà de ça, ce photographe qui est physicien à la base, sauf erreur, en tout cas, il a fait des études de physique et c'est un photographe de conflit. C'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. Il s'est retrouvé bloqué à Istanbul et il s'est mis à regarder des choses qu'il ne regardait jamais avant. Et je crois on est nombreux à avoir vécu ça. Et tout d'un coup, il marche dans la rue, il regarde le Bosphore et paf, il voit cette masse de méduses qui reviennent à Istanbul parce que tout d'un coup, le Bosphore est beaucoup plus calme. La nature, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose d'assez salvateur dans cette logique de se reconstruire après ce qu'on a vécu. Moi, je suis très adepte des bains de forêt. Je ne sais pas si vous faites ça, Rebecca, Alessia. Oui. Tu connais ça? Il y avait eu tout un article sur le Japon là-dessus parce que le ministère de la Santé japonais avait promu le bain de forêt comme une manière de baisser ses niveaux de stress et qu'une demi-heure en pleine forêt, ben, tu pouvais en apprécier l'impact sur ton corps un mois après encore. Donc, je trouve ça assez intéressant. Mais je me demande si dans se reconstruire, la nature, c'est une grande manière, mais dans se reconstruire, il y a aussi peut-être juste accepter le fait qu'on va devoir vivre avec ce virus et puis qu'on va devoir vivre avec ces situations peut-être de plus en plus fréquemment, Yves. Oui, il y a beaucoup de choses que cette photo elle, suggère, mais j'aimerais bien revenir sur une chose que tu viens de dire, c'est que j'ai participé à beaucoup de panels, et j'imagine que c'est aussi ton cas, Rebecca, de différentes natures. Et récemment, la notion, c'était vraiment, c'est quoi le monde d'après, en fait? Et je suis très convaincu que c'est un concept faux, quoi. Il n'y a pas d'après. Hein. En fait, on est dans une logique où d'abord l'impact de Covid-19 va se sentir très longtemps. Il faut qu'on accepte ça. Il y a une urgence de santé publique qui peut-être se termine, j'espère. Un impact sociétal, par exemple, qui est gigantesque. Ça, c'est un élément. Puis l'autre, c'est qu'on vit aujourd'hui déjà avec des virus. Je pense par exemple au virus du sida, HIV. On a trouvé des solutions pour atténuer son impact, mais le SARC, Ebola, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans un monde où on va devoir apprendre à vivre avec ça. Ça pose plein de questions d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe, alors maintenant, pour venir à la photo, c'est la rapidité. Je suis totalement épaté par la rapidité de la nature au fond, à reprendre ses droits, au fond, à utiliser. Ça dit aussi énormément de la pollution qu'il y a. C'est-à-dire, si tu arrêtes un peu les êtres humains et puis tu as la nature qui se remet tellement vite à plein régime. Je pense aussi aux photos qu'on a vues à Venise ou à d'autres endroits. C'est très frappant. Donc oui, j'aime beaucoup ça. Et moi, je suis aussi un partisan, alors non seulement des bains de forêt, mais tu sais, il y a toute une culture, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur ce qu'ils appellent la biomimétisme. Vraiment une réflexion aujourd'hui. Ça a commencé, je crois, à l'époque avec des designers, et après des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit, mais en fait, la nature, elle a quand même une capacité d'adaptation, de réfléchir, qui est assez remarquable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui pensent aussi finance autour de ça. Il y a des gens qui pensent solidarité et qui vraiment se posent des questions autour de comment la nature fonctionne. Et on redécouvre non seulement les arbres,
mais actuellement les champignons en particulier, avec tout ce que ça signifie. Parce que les champignons, à ma grande surprise, tu sais peut-être que c'est les plus grands êtres, entre guillemets, vivants sont les champignons. Il y a des champignons énormes qui existent. Il y a des champignons qui ont des racines sur des kilomètres. Donc il y a tout un monde de la nature qui montre une fois de plus que nous, on est juste là en train de passer, quoi, les êtres humains. Il faut qu'on accepte. C'est un peu compliqué pour nous, mais on est juste de passage. Ça serait bien qu'on soit de passage un peu plus égaux, Rebecca. Si la nature arrive à accélérer d'un coup, qu'est-ce qui nous permettrait d'accélérer une vraie égalité de genre, enfin, qu'on mette un terme à tout ça, quoi. Toi, tu ferais quoi si tu pouvais prendre… T'as vu la transition? Non, mais tu vois, je cherche, parce qu'en plus, je vois qu'il est 19 heures. Moi, je pourrais parler avec vous jusqu'à 2 heures du matin. Faut que Nous j'arrive, aussi. tu vois, faut que j'arrive au terme. Si tu pouvais changer une chose comme ça pour mettre en place une égalité des genres et pas devoir lancer un nouveau mouvement en novembre, tu ferais quoi? Euh, bah, sachant qu'aujourd'hui, il y a 99% des revenus de la propriété dans le monde qui reviennent aux hommes et 1% revient aux femmes, je pense que je commencerai par ça. Une répartition égalitaire des revenus liés à la propriété. Et je pense que ça permettrait de résoudre pas mal de choses. Ouais, ça Accepte, serait on pas fait mal. ça. Puis du coup, j'enchaîne avec ta thèse de doctorat, Rebecca, parce que le Louvre faisait partie de ta thèse de doctorat. Tu t'en souviens, cette longue chose brillante que tu as développée. Euh, c'est moi qui ai mis cette image, évidemment, dans l'idée de se reconstruire, et on va pas avoir le temps de plonger dans le secteur de la culture et comment la culture va se reconstruire, mais heureusement qu'il y a de l'art et heureusement qu'il y a de la culture, parce que c'est quand même un des leviers essentiels pour essayer de penser à autre chose et voilà, de rêver et d'aller vers l'avant. Elle est folle, cette image du Louvre. Enfin, on voit jamais le Louvre comme ça, quoi, avec ce chien errant qui n'en est pas un, mais qui fait tout d'un coup penser à un espace vide où on entendrait le vent souffler. Euh, vous avez un souvenir, vous, particulier ou personnel au Louvre, Yves, Rebecca? Tu me disais que tu étais à minuit, 1 heure du matin, il n'y a pas longtemps, Rebecca. Ouais, il y a quelques mois pour l'exposition sur Léonard de Vinci. Et c'était blindé de monde, hyper tard. Non, mais par contre, j'avais fait un truc assez génial, c'est que j'avais mis des lunettes immersives qui permettaient de se mettre dans un avion conçu par Léonard de Vinci et de voler au-dessus de la Toscane. Et alors là, Oh, je suis wow. désolée, c'était quand même assez super. Bien joué, quoi. Je suis pas très entertainment dans les musées ou plutôt du côté classique, mais ça fonctionnait très bien. J'avais beaucoup aimé. Et toi, Yves, un souvenir du Louvre évoqué par cette photo de Patrick Zachman? Plutôt des souvenirs négatifs, en fait. Donc, je suis heureux de voir la photo. Ça veut dire que je trouve le Louvre, je trouve cette pyramide, je trouve ça magnifique. Il y a trop de gens, toujours. Et ça me rend fou. Et donc, simplement de penser à des gens qui pensent des mois à l'avance comment je vais rentrer dans le Louvre, à quelle heure, à quel moment. J'ai aucune envie de ça. J'ai pas envie d'être guidé par la pression. Ce qui fait que j'ai pas été au Louvre depuis longtemps, quoi, en fait. J'ai été dans plein d'autres musées, mais pas au Louvre. Donc, je suis très heureux de voir le Louvre sur personne, quoi. Et Bien. ça, c'est clair, ouais. Ça, c'est peut-être un des grands impacts aussi du moment qu'on est en train de vivre, c'est que, en tout cas, dans le secteur culturel, ça signe peut-être la fin du blockbuster, de l'immense exposition qui draine des foules et des foules et de la course au nombre de visiteurs. Il y a peut-être de nouveaux modèles à inventer ici et peut-être qu'on est modestement en train de le faire un peu ensemble, de prendre le temps de plonger dans des images et de parcourir un contenu de manière plus détaillée, et plus ressentie et approfondie qu'en courant à minuit, 1 heure du matin dans un musée, même si c'est génial, Rebecca, et il faut le faire. Mais voilà, j'essaye avec mes collègues d'imaginer d'autres manières de vivre le musée. Et on arrive à la fin de cette conversation qui pourrait durer toute la nuit. En tout cas, j'en serais ravi. J'aimerais poser une autre question. Alessia, tu as un dernier sondage à faire passer. C'est une question qui me plaît toujours de poser. C'est quelle est votre image préférée de la semaine? Parce que le j'aime pas, ça reste très juste, ça reste viscéral et on n'a pas honte à l'avoir. Moi aussi, j'ai toujours cette réaction j'aime pas. Puis après, j'arrive à réfléchir à des choses même si je les aime pas. Mais on laisse nos auditeurs voter pour leur image préférée de la semaine. Et puis du coup, je me tourne vers vous, Rebecca et Yves, parce que je vais vous poser ma question colle, quoi, évidemment, à la fin de la conversation. Rebecca, c'est quoi pour toi une bonne photographie?
Ah oui, c'est vrai. Euh, alors, je vais faire une réponse méga intello, mais en même temps, ça c'est juste. C'est que quand on demande quels sont effectivement les critères, si on a, enfin, sur pourquoi on apprécie ou pas quelque chose, ça nous renvoie directement à notre classe sociale. C'est ce que Bourdieu disait dans la distinction. Le choix, c'est, en tout cas, le goût renvoie complètement à notre classe, d'où vient notre éducation, etc. Mais en tout cas, pour moi, une bonne photo, c'est un photographe ou une photographe qui a réussi à nous transposer son point de vue, à nous mettre derrière la caméra et à comprendre son point de vue. C'est transmettre cette empathie finalement qu'il a eue pour la personne, le paysage ou ce qu'il avait ou ce qu'elle avait devant lui à ce moment-là. Donc là, on a vraiment la photographie de Cristina Garcia Rodero qui sort du lot ici, cette photo qui est vraiment extraordinaire. Pour toi, Yves, c'est quoi une bonne photographie? Celle de Patrick Sackman de l'hôpital. Celle-ci? Ouais. Ouais. Parce parce qu'en fait d'abord, j'ai envie d'être touché par une photo. Donc, elle me touche, elle me parle, j'ai envie de revenir, en fait. J'y vois, je m'y plonge et j'y vois plein de choses. Ça laisse mon imaginaire avancer. Ça me force nulle part. Et en même temps, plus je regarde, plus je trouve ça étonnant, quoi. J'aime beaucoup. Par exemple, c'est vraiment une photo que je trouve vraiment, waouh, dans mes 6, si je peux faire mon petit choix, c'est celle-là, il n'y a aucun doute. C'est vraiment une photo que je trouve incroyable. Parfait. Bah, c'est pour ça qu'on aime tellement la photographie. Et pour moi, une bonne photographie, c'est une photographie que tu as envie de regarder une deuxième fois. C'est aussi simple que ça. Et je me réjouis de tous vous retrouver une autre fois. Dans 2 semaines, on va continuer notre série de conversations. On continue notre projet expérimental avec vous en ligne et avec Magnum Photo, qui a pris depuis mardi une toute autre envergure, puisque le musée a rouvert et que les images commencent à intégrer notre exposition permanente. Donc, si vous êtes à Genève ou de passage à Genève, passez nous voir. On sera ravis de vous accueillir et de continuer la discussion avec vous. J'aimerais conclure sur ces mots-là en te remerciant, Alessia, d'avoir préparé toute la conversation et la production de la conversation en ligne. Et surtout, un immense merci à toi, Rebecca, et à toi, Yves, d'avoir pris le temps. Merci de votre confiance, d'avoir joué le jeu de cette conversation. Et puis, j'ai envie de vous dire qu'on continue autour d'un verre, quoi. On peut pas s'arrêter là. Mais on va dire bonne soirée à tous les autres. Ciao, merci beaucoup. Alors, merci. Bonne soirée.